L'épisode que vous allez écouter a reçu le soutien du Fonds citoyen franco-allemand, structure qui œuvre à la création d'une société civile européenne engagée et encourage les initiatives citoyennes entre la France et l'Allemagne. Rêve écoféministe et utopie éco-citoyenne. Les mots font de la magie. Ils changent le tissu du monde. Si une chose est dite, elle est déjà en train de contaminer le réel, ou du moins les esprits. Cette citation du collectif écoféministe québécois « Faire partie du monde » résonne en nous depuis le début. Notre aventure sonore nous mène des livres à l'activisme écoféministe. Ici, on choisit d'invoquer le pouvoir des mots, des récits, pour raconter nos inspirations et visions écoféministes. Des rêves et utopies esquissés entre femmes, autrices, activistes, à échelle franco-allemande depuis Berlin, pour donner envie d'agir et de se réapproprier notre société. Qu'est-ce que c'est être écoféministe ? Comment ça peut s'incarner dans la réalité ? Sachant que la difficulté, c'est que la réalité, elle est précisément le contre-pied de l'écoféminisme. Wir haben eine Vision, eine Utopie von einem guten, humanen Leben mit weniger Konsum. There were many women involved. We were some of the first activists on the ground. La terre. Rêve écoféministe et utopie éco-citoyenne, un podcast produit par Positive Lab. Tout a commencé avec ce mot qu'on a inventé, l'écoféminothèque. C'est un espace imaginaire, hybride et nomade autour des ouvrages écoféministes et des activistes qui donnent du courage. Et nous sommes deux pour vous guider dans ce voyage sonore au sein de l'écoféminothèque. Moi, c'est Lisa Gratias. J'aime dire en souriant de manière ironique que j'ai été élevée comme une soviétique dans les années 80 de l'Allemagne de l'Est à Halle. Et moi, c'est Émilie Langlade. Dans ces mêmes années 80, je grandissais sous Mitterrand, parmi les contes et légendes celtiques de Bretagne, près de Carnac. Toutes les deux, on a donc grandi dans des contextes culturels et politiques très différents, mais nos itinéraires de vie ont des parallèles frappants. Chacune parle la langue de l'autre, a vécu dans le pays de l'autre, et c'est l'écoféminisme et l'amour de la littérature qui nous a réunis. Bienvenue dans les rayons de l'écoféminothèque, des cercles où nous avons invité autrices et lectrices à partager leurs visions et expériences pour explorer un monde meilleur. Et comme l'écoféminisme fait appel à la créativité, au sens, à notre corps, nos émotions, ce voyage est orchestré par les créations sonores des artistes Dayana Romero Zambrano et Julio Arcala Fonti. Vous entendrez également des ponctuations poétiques écrites par les participantes de cercles d'écriture menés lors de notre exploration de l'écoféminothèque par Hélène Coron. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir 2 ouvrages, 2 invités et un lieu de l'activisme à Berlin. Notre intention avec ce podcast, c'est de regarder comment l'écoféminisme peut enrichir nos vies, peut enrichir nos visions personnelles et peut nous aider à agir sur notre réalité. Comme petite introduction, avant d'approfondir grâce aux différents épisodes, je vais tenter d'expliquer simplement c'est quoi l'écoféminisme. Cela regroupe des mouvements de pensée qui analysent comment l'exploitation et la destruction de l'environnement par les humains, d'un côté, et l'oppression des femmes par les hommes de l'autre, sont les conséquences d'un même système. On va d'abord s'intéresser à un livre fondamental qui permet d'entrer dans le cœur de l'écoféminisme. Son titre, c'est Écoféminisme. C'est un livre universitaire écrit en 1993 par la sociologue allemande Maria Mies avec l'activiste indienne altermondialiste Vandana Shiva. Alors Elisa, qu'est-ce que ce livre a changé en toi ? Ce livre m'a sorti de ma paralysie et du vide que je ressentais face à tous les problèmes et dangers que l'humanité a créés. Les 2 autrices font un tour complet de la situation mondiale, à commencer par la crise de la science dite amorale, en passant par le mensonge capitaliste que la croissance économique constante est la base d'une vie heureuse, jusqu'à la destruction de la nature par l'industrie. Et tu sais, malgré le style académique, j'ai pleuré à certains passages. Et pourquoi ? À quel moment ? Contrairement aux infos, on prend du temps pour lire un livre.
Et du coup, cela donne le temps aussi de sentir ce que l'information fait avec nous. Et c'est justement ce qui s'est passé quand j'ai lu Mariamis. Et après avoir senti cette tristesse et ce choc sur tous ces aspects injustices qu'elle décrivent, j'ai découvert qu'elle proposait des solutions. Tu vois, c'était très impactant de lire 2 femmes, une du Nord et une du Sud, qui ont le courage d'exprimer ensemble une critique radicale du système, qui a tous les pouvoirs, comme elle montre, et qui, après avoir analysé tout ça, ne baisse pas les bras. Une perspective écoféministe expose la nécessité d'une nouvelle cosmologie et d'une nouvelle anthropologie qui reconnaissent que la vie dans la nature, qui inclut les êtres humains, est maintenue grâce à la coopération, la sollicitude et l'amour mutuel. C'est uniquement par cette voie que nous serons à même de respecter et de préserver la diversité de toutes les formes vivantes, y compris leurs expressions culturelles, en tant que source véritable de notre bien-être et de notre bonheur. Dans ce but, les écoféministes emploient des métaphores telles que retisser le monde, guérir les blessures et reconnecter et interconnecter la toile. Cet effort pour créer une cosmologie et une anthropologie holistique embrasse l'ensemble de la vie, implique nécessairement un concept de liberté différent de celui utilisé depuis les Lumières. Et puisque ce podcast parle de la puissance des livres, comment ce livre, Écoféminisme, t'a-t-il donné à toi la force et l'envie d'agir ? Justement, j'ai lu beaucoup de critiques du système capitaliste, toutes écrites par des hommes. Je ne m'étais jamais rendu compte jusqu'ici. Et contrairement à tout ce que j'avais lu, la critique de ces 2 femmes était holistique. Ça veut dire quoi, ça, pour toi ? Dans un seul livre, elle montre que tout est lié. Tous les problèmes, tous les domaines, sciences, politique, économie, exploitation, discrimination, vie personnelle. Et en plus, elle ne s'arrête pas à la critique, mais propose des solutions concrètes, comme la libération des humains de la consommation en écoutant nos vrais besoins, ou en agissant localement pour une économie circulaire de l'agriculture paysanne et de l'autosuffisance. Mais mon envie d'agir s'est réveillée au plus tard quand j'ai découvert l'exemple des femmes Chipko en Inde, dans les années 70, dont Vandana Shiva faisait partie, pour protéger leurs forêts du déboisement commercial, et elles ont réussi. I say I went to the University of Western Ontario to learn the foundations of quantum theory, but I went to the University of Chipko, where women who'd never been to school were my professors, because they lived the forest. On n'entend jamais parler des succès de ce genre de mouvement. Et toi, Émilie, qu'est-ce qui t'a marqué, toi ? Eh bien moi, au-delà de la rationalité et de l'analyse très claire de ce livre, dans lequel Mariamis et Vandana Shiva décortiquent les systèmes de domination créés par le système capitaliste et patriarcal, comme tu l'as dit, je trouve personnellement la figure de Mariamis très intéressante, et c'est d'elle dont j'aimerais parler. C'est une sociologue née en 1931 dans un petit village paysan de la Rhénanie-Palatinat, à la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. Et contrairement à de nombreuses autres féministes plutôt bourgeoises de sa même génération, son combat ne vise pas l'égalité des femmes au sein de la société patriarcale existante, mais elle projette une nouvelle société au-delà du capital et au-delà du patriarcat. Et rien que ça, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. Sa vision scientifique, sociologique, nous montre pourquoi tout ce système mène à la domination, à la violence et à l'injustice dans les rapports entre les pays et entre les genres. Elle a aussi très tôt parlé du travail domestique non rémunéré, comment l'exploitation des colonies et de la nature servent fondamentalement l'accumulation du capital. Elle montre vraiment pourquoi la croissance illimitée nous emmène à la destruction de notre environnement. Sur Internet, si on cherche, on la voit conduisant un tracteur, militant devant des pancartes contre le Fonds monétaire international et contre la Banque mondiale. Et pour ses 89 ans, elle était encore en train de lire des extraits de son autobiographie sur YouTube. Je trouve que c'est une penseuse dont on ne parle pas assez en France, sinon dans les milieux alternatifs et altermondialistes. Et c'est bien dommage, on devrait vraiment en parler plus. Et toi, Elisa, tu la connaissais ? Et non. Justement, avant notre écoféminothèque, je n'avais jamais entendu parler d'elle, alors que cela fait quelques années que je m'intéresse aux critiques intellectuelles du système dans lequel nous vivons, et qui me fait me sentir vide, qui manque de sens et de magie. Là-bas sur le tas de poussière,
chaque jour sans relâche à cultiver son jardin. Infertile, infantile, tous l'eût cru. Elle savait que la vie n'avait besoin de rien. Que mue sa masse amour et mou ses sources de songes. Seule face à son monde, ses mains plongent. Au son de sa peau, frémit le terreau. Chantant terre chaude, ode à la vie qui se compose et se décompose. Elle malaxe en rythme, ressasse le vivre, travaille sans soupir et en rêve, de grandes forêts, herbes hautes et heureux à venir. Anicroche et rafle ses désirs, roche sous sa peau, lui rappelle sans mots, aucune naissance n'est un fleuve tranquille, ruisselant sur les parois d'une grotte fragile. Elle persiste et enfonce de plus belle son corps dans la matière originelle. Jusqu'au cœur, pulse sa chaleur, crée le feu sacré qui éveille son être. Ses doigts font racine, sortent du sombre vers le monde. Elle éclot, émerveillée, sa fertile créativité. On continue notre balade autour des ouvrages écoféministes et des activistes qui nous inspirent et donnent du courage pour améliorer la société civile. L'idée de l'écoféminothèque, c'est d'aller chercher comment cette littérature a ensuite été incarnée. Et attention, notre fée marraine, c'est la philosophe française Jeanne Bogaert-Goutal. Et on est super heureuse qu'elle soutienne notre initiative franco-allemande. Nous avons d'abord échangé avec elle lors d'un cercle Nos émotions autour du livre Écoféminisme. Et elle nous a aussi raconté comment son propre livre, intitulé Être écoféministe, publié aux éditions L'Échappée, est en fait un ouvrage de recherche construit comme un road movie au sein des différents courants écoféministes. Pour l'écoféminothèque, elle explique ce qui l'a poussée à écrire ce livre. Déjà, je vous remercie de m'avoir invitée et je suis très honorée d'être la fée marraine de ce cercle. Alors, en fait, c'est émouvant de vous entendre parler des autres ouvrages parce que moi aussi, évidemment, avant d'écrire sur l'écoféminisme, j'ai lu dessus et j'ai commencé moi aussi par Écoféminisme de Mariamis et Vandana Shiva et ça a été comme pour Elisa un choc. En fait, avant de le lire, j'avais vu un documentaire de Colin Serrault qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global, dans lequel apparaît Vandana Shiva. Et les impressions que vous avez décrites toutes les deux, de soudainement reconnaître ou trouver la formulation d'une prise de conscience qui jusque-là était une sorte de sentiment confus, donc le sentiment de vide que décrivait Elisa, que c'est pas possible que le monde et que la vie ça soit juste ça, ou le sentiment de mal-être au catéchisme ou plus généralement lié au discours ou aux représentations qu'on peut avoir des femmes dans les films, dans les discours ambiants. Tout ça, c'est vrai que moi, c'est ça aussi que j'ai ressenti en découvrant ces ouvrages. L'impression que tout d'un coup, on me révélait quelque chose que j'avais pressenti sans l'avoir formulé moi-même. Du coup, j'ai voulu plonger dans la nébuleuse écoféministe et en fait ça a été 7 années de recherche assez intense. Et donc la façon dont mon ouvrage est conçu, en vrai il est beaucoup plus cohérent que la vie réelle. Donc dans le livre on suit un cheminement qui est une reconstruction parce que c'était beaucoup plus bordélique que ça en vrai, qui commence par une exploration théorique, puisque au début, donc moi je suis professeure de philosophie au lycée, et en parallèle de l'enseignement, j'avais commencé une thèse de doctorat pour explorer ce sujet et avoir un cadre pour le faire. Donc au début, c'était vraiment une exploration purement abstraite, philosophique, à travers des livres, dont les livres dont vous avez parlé, et puis plein d'autres. À comparer les théories, essayer de comprendre ce que voulaient dire les écoféministes, pourquoi, quels étaient leurs arguments. Et c'est vrai que déjà, rien que sur le plan théorique, c'est d'une richesse infinie, parce que ça ouvre des pistes à la fois en philo, mais aussi en sociologie, en histoire, en théologie, en psychologie, en économie. Ça permet en fait de relire
tous les domaines des sciences humaines et même des sciences naturelles sous des angles complètement inédits, où tout d'un coup, au lieu de voir les choses du point de vue de l'homme, on s'aperçoit qu'il y a d'autres points de vue à travers lesquels les voir et que c'est pas la même chose qu'on voit. Donc il y a eu cette première phase d'exploration théorique. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais ça m'a pris quand même quelques années, je me suis rendu compte que l'approche théorique rencontrait des limites et qu'il fallait vraiment que je plonge dans la réalité, ce qu'on a toujours un peu des réticences à faire en tant que philosophe. Et donc là, ça a été toute une phase de rencontres, d'immersion, d'expériences dans différents endroits de France, également en Inde, où j'ai passé du temps dans l'ONG de Vandana Shiva, parce que la question qui m'a animée au bout d'un moment, c'était bon, ok, j'ai compris maintenant les théories, les utopies, les idéaux, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait Et une fois qu'on a les principes et les idéaux, face à la réalité et dans la pratique, qu'est-ce que c'est être écoféministe? Comment ça peut s'incarner dans la réalité? Sachant que la difficulté, c'est que la réalité, elle est précisément le contre-pied de l'écoféminisme. Elle est décrite comme capitaliste patriarcale. Donc, comment on s'insère dans le tissu d'une réalité structurée de cette façon-là, sachant qu'on cherche l'inverse. D'où différentes rencontres, expériences qui ont été à la fois source parfois de désillusions, parfois de nouveaux questionnements que j'avais pas anticipés, parfois de découverte des compromis qu'on doit faire face à la réalité quand on ne veut pas juste rester dans l'utopie mais agir. Et au final, il en ressort ce livre qui essaye du coup de cerner un petit peu l'écoféminisme dans sa complexité, pour aller au-delà des clichés qu'il y a parfois autour de sa médiatisation qui simplifie énormément cet ensemble qui en fait est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ce qu'on en sait généralement. Ce qui est très intéressant, c'est ce regard porté vers l'action. C'est ça ce que j'adore, ce n'est pas que de la théorie. J'avoue que je ne suis pas fan du mot écoféminisme, car en allemand, c'est la combinaison de deux termes utilisés pour des mouvements qui ont été présentés comme dogmatiques et peu attirants dans les médias allemands. Mais ce que j'ai découvert derrière ce nom, c'est tout le contraire. C'est un courant énormément vaste et sage qui montre les liens entre la protection de la nature, la justice des classes, la spiritualité et le bonheur des êtres humains. Et, le plus important, encore une fois, qui lie la théorie à l'action. Et Jeanne Bogaert-Goutal le dit très bien. Et maintenant qu'on a compris, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour vous donner des pistes d'action, on a choisi dans l'écoféminothèque de convier également dans nos cercles, des activistes pour leur donner une voix, de la visibilité et peut-être aurez-vous envie vous aussi de rejoindre ces mouvements en France et en Allemagne. On rencontrera dans le prochain épisode une des pionnières du mouvement écoféministe Women Life on Earth aux États-Unis qui s'était installée en Allemagne dans les années 2000. Et si on leur donne la parole, c'est parce qu'on est convaincu que les mots partagés changent déjà notre réalité. Alors, notre première activiste invitée, c'est une Allemande, Jana Aljetz. Elle a été porte-parole du mouvement Ende Gelände. C'est un mouvement de désobéissance civile pionnier en Europe, très connu en Allemagne, à la pointe de l'activisme dans la lutte pour le climat. Bon, en allemand, on parle de Klimagerechtigkeit, de la lutte pour la justice climatique. Et Ende Gelände, c'est depuis 2014 des actions, des blocages de terrain qui bousculent le business habituel. Vous vous souvenez peut-être des énormes campements en 2018 et 2019 pour bloquer des mines de lignite en Rhénanie et des manifestations pour préserver la forêt de Hambach qui ont d'ailleurs abouti. Et Jana Aljetz est aussi une des organisatrices du mouvement climat Sand im Getriebe, connu pour avoir fait des actions de blocage lors du Salon de l'automobile de Francfort en 2019, celui de Munich en 2021. Elle nous raconte comment elle est venue à l'écoféminisme. Ich merke, dass ich jetzt in dieser kurzen Zeit schon ganz viel gelernt habe, euch zuzuhören. Je me rends compte que j'ai déjà beaucoup appris en peu de temps en vous écoutant parler de ces livres et de ce que vous en avez retiré.
Et c'est drôle, ça m'a rappelé que j'ai en fait vécu dans ma vie 2 réveils écoféministes. Plus jeune, j'ai étudié les sciences politiques avec un focus très fort sur le féminisme et le post-colonialisme. J'ai aussi étudié les théories écoféministes. J'ai lu Maria Mies, Vandana Shiva, des autrices qui publient depuis les années 70. Leurs écrits m'ont touchée au fond du cœur. À l'époque, j'étais encore très théoricienne avec une approche scientifique. Mais déjà, je me suis sentie concernée, interpellée. Sauf qu'à ce moment de ma vie, je n'ai pas trouvé de relais, de suite concrète. Et c'est plus tard qu'est arrivé mon deuxième éveil écoféministe, lorsque j'ai commencé à m'engager pour la justice climatique, où toute cette théorie écoféministe a soudainement commencé à avoir un sens pratique. J'ai alors remarqué que toutes les relations d'oppression sont tellement liées entre elles, je ne pouvais pas me battre uniquement pour le climat. Nous avons la crise climatique et comme nous sommes écoféministes, nous savons très bien que cela est lié au patriarcat. Nous savons aussi que ces 2 formes d'oppression sont étroitement imbriquées avec le racisme, les structures coloniales et les rapports classistes qui sont tous liés au capitalisme. Nous ne nous battons pas seulement pour un air plus pur, mais aussi pour plus de justice. C'est un paramètre essentiel. Et je remarque que ces lectures, il y a de nombreuses années pendant mes études, ça fait déjà quelques années pour moi, m'ont donné comme des lunettes. Ce sont mes lunettes écoféministes, elles sont toujours là, je ne peux pas les enlever. C'est pour ça que ça enrichit mon activisme. Ça rend parfois les choses plus difficiles et plus compliquées. Eh bien, en pratique, si nous organisons une action comme Ende Gelände ou Sand im Getriebe et que nous voulons publier des textes, ils doivent être suffisamment complexes et riches. C'est une première chose. Mais aussi, par exemple, dans nos assemblées, quand nous discutons, les rapports patriarcaux ne s'arrêtent pas à la porte. Ils n'attendent pas sagement dehors, ils sont aussi à l'intérieur. Nous réfléchissons certes beaucoup et je ne sais pas comment c'est en France, mais nous sommes un très mauvais mouvement de patates. Comme il y a beaucoup d'universitaires blancs avec peu de personnes de couleur, trop peu de personnes de couleur visibles dans le mouvement, nous devons nous poser ce genre de questions. Et ça rend l'activisme parfois compliqué parce que nous nous posons encore ces questions supplémentaires et pas seulement comment arrêter les centrales à charbon. Mais c'est très très important. Alors, que faire contre cette image de patate académique, comme elle dit en allemand? C'est le terme qu'elle utilise, Elisa. Hein? Pourquoi elle dit ça? Oui, Kartoffelbewegung. Oui, cela veut dire qu'il n'y a que des Allemands blancs de classe moyenne et supérieure. Et c'est là où, dans l'écoféminothèque, pour avancer, on va dans des lieux d'activisme à Berlin. On continuera ensuite avec nos 2 invités. Et justement, pour sortir de cette image de Kartoffelbewegung, on trouve le CIJ très inspirant, le Center for Intersectional Justice, une ONG fondée par Emilia Roig. Emilia Roig, elle a un parcours incroyable. Elle vient du monde académique, elle est docteure en sciences politiques et enseigne à Berlin et à Chicago. Elle a grandi en France, fille d'un père juif algérien et d'une mère originaire de la Martinique. Ses domaines d'études et d'enseignement sont l'intersectionnalité, les études postcoloniales, la théorie critique de la race, le féminisme queer et le droit international et européen. Et elle a écrit un livre très important l'année dernière, pas encore traduit en français, mais qui pourrait trouver sa place dans tous les lycées, Why We Matter. Elisa, tu as lu ce livre qui parle de colonialisme, de racisme, des systèmes d'oppression et comment les décrypter au mieux pour lutter contre ces injustices. On peut dire que c'est un des livres de l'année 2021, non? Je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, j'avais un problème avec le mot intersectionnalité, qui pour moi est très abstrait. Elle a réussi à me faire sentir les bienfaits de ce concept.
Tout d'abord, c'est la première fois que j'ai compris pourquoi je me sens tellement mal à l'aise de parler de racisme en tant que blanche. Cela fait sentir de la honte de comprendre qu'on a eu et qu'on a des privilèges. L'autrice est très empathique avec le lecteur justement blanc. Au lieu d'accuser, elle nous parle de sa propre vie personnelle en tant que femme de couleur et de ses propres privilèges qu'elle a par rapport à d'autres qui subissent encore plus de discrimination. On en profite pour écouter un petit extrait d'Emilia Roig, enregistré et partagé par le réseau Ashoka, qui présente ce qu'est l'intersectionnalité et la mission que s'est donnée le Center for Intersectional Justice. L'intersectionnalité, cela signifie voir les différences, les reconnaître et briser les hiérarchies qui classifient ces différences. L'intersectionnalité, c'est souvent perçu comme un terme très intéressant, mais attention, quand c'est utilisé sans profondeur, sans faire preuve d'esprit critique face au pouvoir, face aux privilèges et à l'oppression. J'ai donc pensé qu'avec le centre, je pouvais lutter contre ça. Notre travail s'articule autour de 3 piliers, diffusion, recherche et formation. Quand on plaide la cause autour de l'intersectionnalité, c'est pour un changement de paradigme. Il s'agit de changer de discours à travers la prise de parole en public, notre participation à des panels, des discussions, des conférences et dans nos relations avec la presse. Le pilier recherche politique soutient de réels changements de politique. Et dans le pilier formation, nous organisons des ateliers de formation pour des institutions de différents secteurs, du privé, des entreprises, mais aussi des fondations, des ONG, des universités, ainsi que des agences gouvernementales. Et puisque tu parlais de la perception et du pouvoir des mots, Elisa, on peut noter qu'en France, intersectionnel, c'est malheureusement un mot qui fait face à énormément de violence à droite. Souvent, quand on parle d'intersectionnalité, on est accusé de repli identitaire, comme si se battre pour un monde plus juste était à décrédibiliser et surtout à ne pas rendre audible. Et c'est pour cela qu'on est très heureuse d'en parler, puisque c'est une partie qui nous semble très importante quand on s'intéresse à l'écoféminisme. Cela fait désormais 2 ans, 1 mois et 3 jours que j'ai quitté mon pays de naissance pour m'installer en Allemagne. Mon choix ne fut pas guidé par la fuite, mais par la chance et le désir ardent de vivre dans une ville choisie. Cependant, j'ai quitté la France sans regret. Cette France dont parfois j'ai honte. Ce pays, prônant les droits de l'homme, quoique rarement ceux de la femme, tout en se délectant d'innombrables débats sur le voile et autres élucubrations racistes ou misogynes, joyeusement récupérées médiatiquement ou politiquement. Mais peut-on vraiment ici séparer ces 2 domaines intrinsèquement liés, gants de velours entourant une main de fer nécrosée? Cette France, soulevée par la lutte, désireuse de rouvrir une parole citoyenne, ignorée, bafouée, envers laquelle le gouvernement ne prend même plus la peine de feindre un semblant de considération. Ce pays, si rebelle et soumis à la fois. Contrairement à la France, le mot écoféministe, ökofeminist oder Ökofeministin n'est pas beaucoup employé par les nouvelles générations en Allemagne. Quand on a demandé à Jana comment ça sonnait de se nommer écoféministe, elle a éclaté de rire. Wie klingt es in Deutschland, zu sagen, ich bin Ökofeministin? Ich nenne mich Ökofeministin, aber vor allen Dingen um zu provozieren. Moi, je me proclame écoféministe, mais c'est plutôt pour provoquer. Je peux pas dire que le terme écoféminisme soit à la mode en Allemagne. Ça sonne plutôt vieux jeu et pas très cool. Il est plus associé à l'image de femmes des années 70 qui font du crochet, si on veut s'amuser à reprendre le cliché. Mais je dirais d'un autre côté que dans la pratique, le regard théorique et pratique au sein du mouvement pour la justice climatique est très clair. Il y a le fait que le féminisme est tout simplement là. L'analyse de l'oppression capitaliste et le lien avec les structures racistes et coloniales d'exploitation, c'est là. On ne l'appelle peut-être pas écoféminisme parce que c'est un mot qui fait pas très cool, mais le positionnement est là. Je constate, comme Yana, que c'est très complexe, puisque effectivement une des
un des points forts de l'écoféminisme sur le plan théorique, mais qui du coup le rend très difficile en pratique, c'est cette volonté de penser et d'agir de façon interconnectée sans délaisser une lutte au profit d'une autre. De refuser par exemple une stratégie féministe qui aurait des implications de dégradation de l'environnement ou d'exploitation du travail de femmes plus pauvres ou plus précaires ou racisées ou dans des pays lointains, etc. Donc ça fait que c'est difficile de savoir par quel bout prendre les choses, s'il faut changer tout d'un coup, mais comment, ou sur quoi on peut faire des compromis, lâcher du lest, etc. Et ça fait que la mise en pratique reste aujourd'hui, même s'il y a donc cet intérêt qui se répand, la mise en pratique reste difficile. Et je pense qu'il y a aussi vraiment une interrogation, notamment là dans la foulée des confinements, etc., sur jusqu'où on peut aller. Par exemple, moi, dans ma trajectoire, c'est une question que je me suis posée, et pas que à titre théorique, c'est-à-dire il y a un moment où j'ai complètement pété un boulon et où j'ai vécu en semi-autonomie, voilà, dans un lieu sans eau courante, sans électricité, avec des moutons et tout, en me disant c'est ça, en fait, il faut aller à fond dans la décroissance, c'est le seul moyen. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais dans une sorte de bulle où socialement je servais à rien et où en plus il y avait une sorte d'entre-soi, donc que entre personnes qui ont à peu près les mêmes idées politiques, etc. Donc ce que je trouve contraire aux idées du mouvement. Donc j'ai remis la barre dans l'autre sens en me disant bah non, je retourne dans la société, je retourne enseigner dans l'éducation nationale, dans un lycée public, et c'est là que je peux trouver comment modifier mes pratiques d'enseignement pour transmettre autrement, pour évaluer autrement, pour avoir un rôle qui soit pas de reproduction sociale mais de transformation sociale. Et en fait, il me semble que si je parle de mon exemple, c'est que je crois qu'en fait c'est un questionnement qui est assez généralisé aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, il y a peu de personnes qui sont prêtes à aller vraiment dans des formes très radicales de décroissance. Et que moi, avant, ça me paraissait du coup une sorte de demi-mesure. Et finalement, j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin et je me dis que il y a effectivement une sorte de maturité du mouvement où aujourd'hui, je crois que la question n'est plus de rêver à une utopie hyper extrême qu'on fera jamais, mais à trouver comment, dans tel ou tel positionnement social où on se trouve, on peut, de cette façon-là, avoir une action transformatrice. Ce qui est inconfortable. Enfin, par exemple, voilà, moi, dans l'enseignement, il y a des fois, je me dis, oh là là, mais je fais n'importe quoi, les parents, est-ce qu'ils vont être d'accord, etc. Donc, c'est aussi ça met en décalage avec le réel, mais au moins, ça rend l'action possible. Et voilà, il me semble qu'on est à cette phase de sorte de maturité du mouvement, de renoncer à l'espèce de radicalité adolescente de je vais vivre toute nue dans la nature, et de trouver comment on fait dans une réalité durable, pérenne et partageable avec des gens qui ne partagent pas non plus le même point de vue, les mêmes idées, donc pas dans un entre-soi militant. À l'écoféminothèque, on est convaincu qu'utiliser les rêves et les utopies, c'est déjà projeter des visions, utiliser des mots, créer des univers qui, puisqu'énoncés, auront plus de chances de se réaliser. Oui, c'est vraiment croire au pouvoir de transformation du réel grâce aux mots et aux récits que l'on emploie. Voici ce qu'en pense Jana Alietz, puis la philosophe Jeanne Bougart-Goutal. Ce que je pense de l'utopie et pourquoi je crois que nous en avons besoin.
Nous avons besoin d'une vision qui nous indique où aller et pourquoi ça en vaut la peine. Comment peut-il en être autrement ? Comment pouvons-nous supporter cette situation folle, absurde que nous considérons maintenant comme normale sans avoir cette vision ? Et je crois que pour moi, le plus important dans les visions écoféministes, c'est le respect, le souci de l'autre, du vivant et le soin apporté à soi-même et aux autres. Je veux que nous vivions dans un monde où nous nous respectons nous-mêmes, où nous nous considérons comme une partie intégrante des autres, où nous savons que nous sommes ensemble sur une même terre et que nous sommes tous faits de la même poussière d'étoiles. Si j'ai du respect, de l'attention et de la sollicitude, je n'éventre pas le sol de cette planète pour en extraire des ressources juste pour avoir quelques millions sur mon compte. Alors je ne traite pas les autres moins bien ou je ne les exclus pas parce qu'ils ont une autre couleur de peau. Si j'ai du respect et de la considération, je ne traite pas les gens différemment en raison de leur genre et ainsi de suite. Et je pense que c'est très important pour moi que nous apprenions cette attitude. Et c'est là que nous devons aller. Et pour cela, il faut des solutions politiques et des processus de négociation sociale pour y arriver. C'est vrai que sur la question de l'utopie, je trouve que c'est assez ambivalent. À mon avis, en fait, il y a deux usages différents de l'utopie qui ont des conséquences complètement opposées. Soit on peut utiliser l'utopie pour fuir la réalité et pour fuir ses responsabilités face à la réalité, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus tripant d'imaginer des utopies et d'écrire des utopies que d'agir politiquement ou pratiquement au jour le jour. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à l'écoféminisme. Par exemple, Janet Biel, qui a écrit un livre qui s'appelle Rethinking Ecofeminist Politics, elle écrit dans ce livre qu'elle a cru au début à l'écoféminisme, qu'elle a cru que c'était un projet prometteur et que finalement, elle n'y croit plus du tout, notamment justement parce que selon elle, l'écoféminisme, au lieu de vraiment prendre en charge l'action politique, l'action, la réflexion et l'action au niveau de l'État, au niveau des institutions, etc., s'est réfugié dans l'utopie, dans le culte de la déesse, dans des choses en fait qui ont fait marcher vraiment l'imaginaire et pas tellement le rapport au réel. En revanche, peut-être qu'un usage de l'utopie qui est utile, c'est de l'utiliser un peu comme fuel, ou comme source d'énergie. Parce que quand on lit beaucoup de choses autour de l'écologie et autour des violences envers les femmes, etc., ça produit une forme de découragement ou de désespoir vraiment intense. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-anxiété, et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec une espèce de sentiment d'impuissance totale qui donne juste envie de baisser les bras. Donc peut-être que dans cette mesure-là, l'utopie en tant que ce qui peut donner quand même un espoir, un horizon, des images enthousiasmantes pour contrebalancer toutes les raisons de désespérer peut être utile. Mais je crois qu'il faut vraiment ne jamais l'utiliser pour esquiver le réel et toujours se demander, voilà, même si c'est beaucoup moins exaltant, aujourd'hui, dans mon quotidien, à mon échelle, dans telle association ou dans tel métier ou dans telle relation ou dans tel parti politique, qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Pour terminer ce premier épisode, on avait envie de se laisser porter par les mots des autrices que l'on vous a présentées aujourd'hui, car elles aussi évoquent l'utopie comme premier pas vers l'action. Voici un petit extrait du début du livre de Emilia Roig, Why We Matter, aux éditions Aufbau. Das Ende der Unterdrückung, so utopisch es klingen mag, ist nichts anderes als ein Bewusstseinswandel. Hin dazu, dass wir alle gesehen, gehört und geachtet werden, nicht nur einige wenige. La fin de l'oppression, aussi utopique que cela puisse paraître, n'est rien d'autre qu'un processus de changement de conscience pour que nous soyons toutes et tous vus, entendus et respectés, et pas seulement quelques-uns et quelques-unes. Merci beaucoup à Jeanne Bourgard-Goutal et Jana Aljets de nous avoir partagé leur vision pour ce premier épisode du podcast de l'Écoféminothèque. Vous le voyez, les actions écoféministes ont un impact.
On l'a vu avec les femmes Chipko en Inde ou avec la mobilisation de Ende Gelände en Allemagne. Moi, cela me donne envie de vous dire, créez vos utopies et agissez. On espère que ce podcast vous donnera envie de lire, de partager vos émotions et d'échanger autour de l'écoféminisme. Cet épisode a été réalisé par Positive Lab grâce au soutien du Fonds citoyen franco-allemand. À l'écriture, Émilie Langlade. Présentation, Elisa Gratias et Émilie Langlade. Écriture poétique, Hélène Coron. Vous avez également entendu un extrait de Lettre à notre chère République de Iris Pikita, mise en son par Michel From Neptune. Musique originale, conception et réalisation sonore, Diana Romero Zambrano et Julio Arcalafanti. Illustration, Lina Augustine. Conception graphique, Flavia Maria Tozo. Un merci tout particulier à Susan Bachet, Caroline Dublé, Cédric Lerue et au Petit Labo pour leur assistance technique, artistique et logistique sur ce projet. On vous laisse au son de la musique de la Tierra qui invoque l'appel à prendre soin de la terre par l'autrice et compositrice amie Diana Romero Zambrano.